Salut tout le monde et bienvenue sur des Deep Dive. Oui. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui nous concerne tous, surtout si vous vivez avec la rectocolite hémorragique ou RCH. Exactement. On va explorer ensemble les dernières recommandations pour la prise en charge de la RCH modérée à sévère, fraîchement sortie du four de l'American Gastroenterological Association. Ah oui, c'est ça. C'est le genre de document qui peut paraître un peu intimidant, Oui, très. mais croyez-moi, on va décortiquer tout ça ensemble pour que vous puissiez en tirer le maximum d'Ago. Ah oui, c'est dense, Yeah. mais absolument crucial. Imaginez, 11 nouvelles thérapies de pointe ont été approuvées depuis 2005 Oh, ouais? pour la RCH modérée à sévère. D'accord. Ces recommandations, publiées en décembre 2024 dans Gastroenterology, Mhm. intègrent toutes ces nouveautés et nous donnent une feuille de route claire pour la prise en charge de la maladie. Et c'est spécifiquement pour la prise en charge en ambulatoire, Oui. c'est-à-dire hors de l'hôpital. Exact. On parle ici, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Et on parle de la RCH modérée à sévère. Oui. Mais ça s'applique aussi aux personnes qui ont des symptômes plus légers, mais qui présentent des facteurs de risque élevés. Oui. On pense notamment à une inflammation importante ou une activité endoscopique sévère. Avant de plonger dans le vif du sujet, D'accord. j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler du système GRADE. Oui. Vous savez, ce système qui permet d'évaluer la qualité des preuves scientifiques et de formuler des recommandations solides. C'est un peu le détecteur de mensonges de la science, en quelque sorte. Oui. Il nous permet de trier le bon grain de livret, D'accord. de savoir à quelles études on peut vraiment se fier. Oui. On analyse le risque de biais, la précision des données, la cohérence des résultats, etc. Plus on filtre, plus on est sûr d'avoir un café scientifique de qualité au moins. Et une fois ce café bien filtré, qu'est-ce qu'on obtient? Fair Turn, recommandations clés pour la prise en charge de la RCH. Ah oui? Des recommandations basées sur des données probantes qui peuvent vraiment faire la différence dans la vie des patients. C'est le moment de plonger dans le concret. Commençons par les thérapies de pointe. Oui. On entend beaucoup parler de ça. Mais concrètement, de quoi s'agit-il? Ce sont des médicaments qui ciblent très précisément le système immunitaire pour contrôler l'inflammation. Et figurez-vous que les recommandations en suggèrent fortement plusieurs. Ah, bon. On parle de l'infliximab, Oui. de l'ustekinumab, du tofacitinib, le padacétinib, de l'ozanimab, de l'étrasimab, du risankizumab et du guselkumab. Wow, ça fait beaucoup de noms pénibles. Oh. Disons que je faisais un patient qui n'a jamais pris de traitement biologique. Oui. Comment est-ce que je m'y retrouve dans tout ça? Justement, ces recommandations prennent en compte le fait que chaque patient a un parcours différent. Il y a des recommandations spécifiques pour les patients naïfs de traitements biologiques, comme vous dites, et d'autres pour ceux qui ont déjà essayé certains traitements. Donc, si on résume, Oui, il y a plein d'options thérapeutiques efficaces. oui, Et le choix du traitement va dépendre de l'historique du patient. exactement, C'est rassurant de savoir que les recommandations sont aussi personnalisées. tout à fait. Et même si certains traitements sont considérés comme moins efficaces que d'autres, Oui. comme l'adalimumab, le filgotinib et le mirikizumab, D'accord. les recommandations suggèrent quand même de les utiliser plutôt que de ne rien faire du tout. Parce que même une petite amélioration, Oui, c'est toujours mieux que rien. n'est-ce pas? Absolument. Oui. Et chaque petit pas compte dans la gestion d'une maladie chronique comme la RCH. Parlons maintenant des immunomodulateurs. C'est quoi au juste? Alors, Et quel est leur rôle dans tout ça? les immunomodulateurs, comme la thiopurine. Agissent en modulant l'activité du système immunitaire. D'accord. On les utilise depuis longtemps pour la RCH, mais les recommandations ont évolué. Ah oui. Par exemple, on ne conseille plus d'utiliser la thiopurine seule D'accord. pour calmer une poussée active de la maladie. Ah bon. Et du coup, dans quel cas on peut l'utiliser ACOS? Les recommandations suggèrent de l'utiliser pour maintenir la rémission. Après une poussée traitée avec des corticoïdes, c'est une nuance importante. Donc la thiopurine, Oui. c'est plutôt un traitement de fond Exactement. pour stabiliser la maladie, Oui, une fois qu'on a calmé l'inflammation. exactement. D'accord. Il faut bien comprendre les subtilités de chaque traitement pour les utiliser à bon escient. Et d'ailleurs, les recommandations sont claires. Le méthotrexate en monothérapie n'est pas recommandé, ni pour calmer une poussée, ni pour maintenir la rémission. C'est intéressant, parce que le méthotrexate est pourtant utilisé pour d'autres maladies inflammatoires. Oui, c'est vrai. Bon, et si on combine les traitements, Oui. est-ce que ça peut être une bonne idée?
Ah, la fameuse thérapie combinée. Oui, oui, les recommandations suggèrent de combiner certains traitements, comme l'infliximab, l'adalimumab ou le golimumab, avec un immunomodulateur. D'accord. L'idée, c'est de créer une synergie pour une meilleure efficacité. Mais combiner les traitements, Ah oui. ça veut aussi dire combiner les effets secondaires potentiels, non? Tout à fait. Il faut bien peser le pour et le contre. Bien sûr. C'est pour ça que la discussion avec le médecin est essentielle. Oui. Il faut analyser chaque cas individuellement, en tenant compte des risques et des bénéfices. Et la désescalade thérapeutique, vous en pensez quoi? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on encourage? C'est une question délicate. Oui. L'idée de la désescalade thérapeutique, c'est de réduire ou d'arrêter certains traitements quand la maladie est bien contrôlée. Mais attention, les recommandations déconseillent d'arrêter les anti-TNF. D'accord. Chez Feintan, en rémission sous traitement combiné. Donc, si on va bien sous traitement combiné, mieux vaut ne pas toucher au traitement. Voilà. Pour éviter que la maladie ne revienne au galop. Exactement. La stabilité est un élément clé dans la gestion de la RCH. Et, pour finir ce premier volet, parlons un peu du dilemme. Traitement précoce versus approche progressive. Oui. Qu'est-ce que les recommandations nous disent à ce sujet? C'est une question cruciale. Oui. Les recommandations penchent en faveur d'une utilisation précoce des thérapies de pointe, éventuellement avec des immunomodulateurs, plutôt que d'attendre que la maladie s'aggrave. Donc, on privilégie une intervention rapide et ciblée pour éviter que la maladie ne s'installe et ne cause des dommages à long terme. C'est l'idée, oui. Oui. Mais encore une fois, il faut nuancer. D'accord. Cette approche ne convient pas forcément à tous les patients. Je vois. Voilà. On en reparlera plus en détail dans la deuxième partie de notre épisode. Alors, restez avec nous. Avec plaisir. On a beaucoup parlé de traitement. Oui, c'est vrai. Mais avant de se lancer tête baissée, il est crucial de parler des évaluations de sécurité. Ah oui, c'est vrai. On ne peut pas juste prendre un médicament sans s'assurer qu'il nous convient. Exactement. Au bossy. Avant de commencer une thérapie de pointe, un bilan pré-thérapeutique complet est indispensable. On parle de dépistage de l'hépatite B, de la tuberculose, d'une évaluation des risques individuels. On prend en compte l'âge, les autres maladies que la personne pourrait avoir, Tout à fait. son état de santé général. Et bien sûr, on discute avec elle de ses préférences concernant le mode d'administration du traitement. Tout à fait. D'accord. Il faut vraiment une approche personnalisée pour minimiser les risques et maximiser les chances de succès du traitement. Et justement, parlant des risques. On sait que les traitements immunosuppresseurs peuvent augmenter le risque d'infection. C'est un peu le revers de la médaille, non? Oui, c'est un risque bien réel. Oui. En affaiblissant le système immunitaire, on ouvre la porte à des infections qui peuvent aller de bénignes à plus graves. On imagine bien que ça peut être stressant pour les patients. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les rassurer et minimiser ces risques aisés? La vaccination est notre meilleur allié. Ah oui. Il faut être à jour sur les vaccins recommandés, comme ceux contre la grippe, le pneumocoque, le zona. Et bien sûr, il faut rester vigilant. Signaler tout symptôme inhabituel à son médecin. En gros, on garde un œil sur notre santé. Oui. Et on communique ouvertement avec notre médecin. Exactement. D'accord. La transparence et la vigilance sont essentielles. Et le risque de cancer, on en parle. Est-ce que les traitements immunosuppresseurs augmentent ce risque? Certains traitements comme les anti-TNF ont été associés à une augmentation du risque de certains cancers, comme les lymphomes et les mélanomes. Je comprends que ça puisse inquiéter les patients. Oui. Comment aborder ce sujet délicat avec eux? Il faut être honnête et transparent sans dramatiser. Le risque reste faible dans l'ensemble. D'accord. Et il faut le mettre en balance avec les bénéfices du traitement. Qui permet de contrôler l'inflammation et d'améliorer la qualité de vie. C'est une décision difficile. Oui. Il faut peser le pour et le contre, en tenant compte des antécédents médicaux et du profil de risque de chaque patient. Absolument. Oui. C'est une discussion franche et ouverte avec le médecin. D'accord. Qui permettra de prendre la meilleure décision. Passons maintenant aux biosimilaires. D'accord. On en entend de plus en plus parler. Mais c'est quoi exactement? Imaginez des médicaments qui sont comme des jumeaux, des médicaments biologiques de référence. Ah, d'accord. Ils ont la même efficacité,
la même sécurité, Ouais. mais ils sont produits par un fabricant différent. Un peu comme des génériques, mais pour les médicaments biologiques. Exactement. D'accord. Et comme les génériques, ils sont généralement moins chers, Hmm. ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. Tout le monde y gagne. Les patients, Oui, les systèmes de santé. tout à fait. Est-ce qu'il existe des biosimilaires pour tous les médicaments biologiques? Pas encore. D'accord. Mais de plus en plus sont développés et approuvés aux États-Unis. Ouais. On en trouve déjà pour l'infliximab, D'accord. la dalimumab et l'ustekinumab. Et niveau fiabilité, on est sûr de solide. On Et- peut les prescrire sans crainte. Oui, absolument. D'accord. Les études ont montré qu'ils sont aussi efficaces et sûrs que les médicaments de référence. Ils passent par les mêmes tests rigoureux avant d'être mis sur le marché. Parlons maintenant des formulations sous-cutanées, des traitements biologiques. D'accord. En quoi est-ce différent? Alors, Quels sont les avantages? comme leur nom l'indique, Oui. ces formulations sont injectées sous la peau, D'accord. plutôt que dans une veine. Ah, donc plus besoin d'aller à l'hôpital ou dans un centre de soins pour une perfusion. Exactement. Ah oui. Le patient peut s'auto-injecter à la maison, ce qui est beaucoup plus pratique. Oui. Et en plus, les études ont montré que c'est aussi efficace que les perfusions. C'est une vraie révolution pour les patients. Tout à fait. Est-ce que tous les traitements biologiques sont disponibles en formulation sous-cutanée? Pas encore. D'accord. Mais ça se développe rapidement. Oui. On en a déjà pour l'infliximab et l'evedolizumab. Et pour les patients qui ont besoin d'un traitement plus intensif, est-ce qu'on peut envisager une induction prolongée ou une augmentation de la dose? Oui, c'est une possibilité. Certaines études ont montré que ça peut améliorer la réponse au traitement chez certains patients, notamment ceux qui ont une forme sévère de la maladie. On adapte le traitement à la sévérité de la maladie. C'est logique. Tout à fait. Oui. Mais attention, augmenter la dose peut aussi augmenter le risque d'effets secondaires. D'accord. Il faut bien analyser la balance bénéfice-risque avant de prendre une décision. La prudence est toujours de mise. Oui. Bon, le grand débat, traitement précoce versus approche progressive. Oui. On y revient. Oui, c'est un point crucial, Oui. comme on l'a dit. Les recommandations privilégient une utilisation précoce des traitements de pointe. Oui. On attaque la maladie de flanc avant qu'elle ne s'installe et ne cause trop de dégâts. On comprend la logique. Oui. Mais est-ce que cette approche est adaptée à tous les patients? Pas forcément. D'accord. Il faut tenir compte de la sévérité de la maladie, Oui. des facteurs de risque individuels et surtout des préférences du patient de ça. Par exemple, un patient avec une forme légère de la maladie Oui. qui souhaite minimiser les risques liés au traitement lourd pourrait préférer une approche plus progressive. C'est une discussion à avoir avec son médecin Oui. pour trouver le juste équilibre entre l'efficacité du traitement et sa tolérance. Il n'y a pas de recette miracle. Non, Chaque patient est unique. tout à fait. On continue notre exploration des recommandations pour la prise en charge de la RCH dans la troisième et dernière partie d'un autre épisode. D'accord. Restez avec nous. Avec plaisir. On revient pour le dernier chapitre de notre exploration des recommandations pour la RCH. D'accord. On a beaucoup parlé des traitements de pointe. Mais qu'en est-il des 5-ASA? Oui. On les utilise encore, est-ce? Ah, les fameux 5-ASA. Oui, ils ont toujours leur place dans l'arsenal thérapeutique. D'accord. On pense à la mésalazine, Oui. la sulfasalazine. Ce sont des traitements qui ont fait leurs preuves. Notamment pour les formes légères à modérées de la RCH. D'accord, mais pour les formes plus sévères, est-ce qu'on les utilise encore VE? Alors, J'imagine que les traitements de pointe ont un peu volé la vedette. c'est vrai que les recommandations suggèrent d'arrêter les 5-ASA Hmm. si le patient est déjà sous traitement par immunomodulateur ou thérapie de pointe. Ah, bon, dégâts. Eh bien, les études ont montré que dans ces cas-là, Oui. les 5-ASA n'apportent pas de bénéfices supplémentaires. D'accord. Donc on les arrête pour simplifier le traitement et éviter les effets secondaires inutiles. C'est logique. Voilà. On ne va pas surcharger l'organisme de médicaments si ça ne sert à rien. Exactement. Mais imaginons un patient qui répond bien au traitement de pointe ou aux immunomodulateurs, mais qui a encore une petite inflammation résiduelle. D'accord. Est-ce qu'on peut envisager de continuer les 5-ASA dans ce cas-là? Oui, ça peut être une option. Oui. Par exemple, chez les patients qui ont l'inflammation localisée au rectum. Mm. On appelle ça la proctite résiduelle. Oui. L'ajout de 5-ASA par voie rectale peut aider à contrôler l'inflammation. Donc on les utilise de manière plus ciblée Voilà. en complément des autres traitements. Exactement.
D'accord. Il faut adapter la stratégie thérapeutique à chaque situation. Et une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on utilise les 5-ASA Oui. pour prévenir le cancer colorectal chez les patients atteints de RCA? C'est une question importante. Oui. Malheureusement, les données scientifiques actuelles ne sont pas suffisantes D'accord. pour recommander l'utilisation des 5-ASA dans ce bot. Donc, on ne mise pas sur les 5-ASA pour la prévention du cancer. D'accord. Il existe d'autres moyens de prévention, comme la surveillance endoscopique régulière, qui permettent de détecter et de traiter les lésions précancéreuses. On revient un instant sur les immunomodulateurs. Oui. On a vu qu'ils n'étaient pas recommandés en monothérapie pour calmer une poussée. Mais en association avec les traitements de pointe, ça donne quoi? Oui. La fameuse thérapie combinée. Oui, les recommandations suggèrent d'associer l'infliximab, l'adalimumab ou le golimumab avec un immunomodulateur. Oui. L'idée, c'est de créer une synergie, d'attaquer l'inflammation sur plusieurs fronts. C'est un peu comme une armée qui attaque de tous les côtés au moment donné. Tout à fait. On imagine que ça peut être très efficace. Oui. Mais est-ce qu'il y a des risques à prendre en compte? Bien sûr. Oui. Comme on l'a dit, les traitements immunosuppresseurs augmentent le risque d'infection et de certains cancers. D'accord. Avec la thérapie combinée, oui, on augmente ce risque. Il faut donc bien l'évaluer avant de se lancer. Donc, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Non. Il faut bien discuter avec son médecin pour analyser les bénéfices et les risques. Exactement. Oui. La décision finale doit être prise en concertation avec le médecin. D'accord. En tenant compte du profil de risque de chaque patient. Et si on combine un immunomodulateur avec un traitement biologique qui n'est pas un anti-TNF, comme le vedolizumab ou le stiquinumab, d'accord. Qu'est-ce que les recommandations en disaient? Pour l'instant, les données scientifiques sont limitées sur ce type de combinaison. D'accord. Donc les recommandations ne donnent pas d'indications précises. C'est un domaine où la recherche est en cours. Oui. On imagine que les connaissances vont évoluer rapidement. Oui, c'est certain. Oui. La RCH est une maladie complexe et la recherche avance à grands pas. Il faut rester à l'affût des nouveautés pour pouvoir discuter des meilleures options avec son médecin. En résumé, on a vu qu'il existe aujourd'hui un large éventail de traitements efficaces pour la RCH, des 5-ASA aux thérapies de pointe, en passant par les immunomodulateurs. Exactement. Le plus important, c'est d'adapter le traitement à chaque patient. Tout à fait. En tenant compte de la sévérité de la maladie, des risques individuels. Oui. Et bien sûr, des préférences de la personne. Absolument. Et n'oublions pas que la communication avec le médecin est primordiale. Ah oui. Il faut oser poser des questions, exprimer ses craintes, ses doutes. C'est un travail d'équipe. Absolument. Oui. C'est un travail en main dans la main avec son médecin qu'on peut espérer contrôler la RCH et vivre une vie pleine et épanouie. Bon. On espère que cette plongée dans les recommandations pour la prise en charge de la RCH vous a éclairé. Oui. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches qui vivent avec cette maladie. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au revoir.